La sueur coulait sur mon front, tandis que mes lèvres cherchaient les siennes avec une désespération que je n'avais jamais ressentie auparavant. Victoria me regardait avec ses yeux verts émeraude qui m'avaient ensorcelée dès le premier jour, son souffle haletant se mêlant au mien dans le petit vestiaire où nous nous étions réfugiés après le match. Ses mains aristocratiques, toujours si parfaites, tremblaient en caressant mon visage, comme si j'étais quelque chose de fragile et de précieux. « On ne peut pas continuer comme ça », murmura-t-elle contre mes lèvres, mais son corps disait tout le contraire en se pressant contre le mien. Le mur froid du vestiaire contrastait avec la chaleur brûlante que je ressentais à chaque fois qu'elle me touchait. « Mon mari, ma vie, tout est si compliqué, Alex. »« Je sais, » chuchotai-je, prenant son visage entre mes mains calleuses, marqué par des années à jouer au football. « Mais je ne peux pas m'éloigner de toi. Pas après ce que je ressens quand tu me regardes depuis les gradins. » Ses lèvres trouvèrent à nouveau les miennes, et à cet instant, le monde extérieur disparut. Il n'y avait plus Richard, plus de différences sociales, plus rien d'autre que nous deux et cette connexion impossible qui nous consumait de l'intérieur. Bonjour, chers abonnés! Si vous appréciez cette histoire passionnée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous nous suivez, alors laissez-le en commentaire. Et une fois que vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, merci de lui donner une note de 0 à 10 et de nous dire ce que vous avez préféré. Vos commentaires sont très importants pour nous. Je m'appelle Alex Rodriguez, j'ai 27 ans, et toute ma vie a tourné autour d'un ballon de football. J'ai grandi dans le Mission District, dans une petite maison que je partageais avec ma grand-mère Carmen, qui m'a élevée après la mort de mes parents dans un accident quand j'avais 8 ans. Le football n'a pas été seulement une échappatoire pour moi, c'était mon salut, ma passion, ma raison d'être. Dès mon plus jeune âge, mes jambes musclées me faisaient courir dans les rues de San Francisco, poursuivant n'importe quel ballon que je trouvais. Ma grand-mère Carmen travaillait à double pour nettoyer des bureaux et subvenir à nos besoins, mais elle trouvait toujours le temps de venir à mes matchs au parc, criant mon nom depuis la touche avec son accent mexicain qui s'intensifiait quand elle s'enthousiasmait. À 18 ans, j'ai obtenu une bourse partielle pour jouer à l'université, mais j'ai dû abandonner après 2 ans lorsque ma grand-mère est tombée malade. Diabète, problèmes cardiaques, une liste interminable de médicaments qui coûtaient plus que ce que nous pouvions nous permettre. Alors, je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé un emploi d'entraîneuse à l'Académie communautaire du Mission District et j'ai poursuivi mon rêve en jouant dans la ligue semi-professionnelle féminine de la ville. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais elle avait un sens. Chaque après-midi, après mes propres entraînements, je travaillais avec les enfants du quartier, leur apprenant que le football pouvait être plus qu'un jeu. Pour beaucoup d'entre eux, c'était leur seule chance d'obtenir une bourse universitaire, de sortir du cycle de pauvreté qui écrasait nos familles de génération en génération. Mes coéquipières se moquaient souvent de mon apparence. Je portais toujours des vêtements masculins, des t-shirts oversize d'équipes sud-américaines achetés dans des marchés aux puces, des vestes bomber héritées de cousins plus âgés, et mes fidèles baskets montantes, qui avaient score plus de kilomètres au compteur qu'une voiture d'occasion. Mes cheveux noirs ondulés étaient recoupés en un undercut. Moderne, toujours attaché en un chignon bas pendant les matchs. C'était pratique, fonctionnel, et ça reflétait qui j'étais vraiment. Le petit tatouage d'un ballon de football stylisé sur ma cheville droite, je l'avais fait le jour de mes 21 ans, avec l'argent économisé pendant des mois. C'était ma déclaration au monde. Voilà qui je suis, voilà ce que j'aime, et je ne m'en excuserai pas. Mais il y avait un secret que je gardais jalousement, caché dans une boîte sous mon lit. Des programmes de ballet classiques, des coupures de journaux sur des premières ballerines, des photos de spectacles du San Francisco Ballet auxquels j'avais assisté en secret pendant mon adolescence. Enfant, avant de découvrir le football, j'avais pris des cours de ballet. Mon corps athlétique avait une grâce, naturelle que ma professeure disait extraordinaire, mais quand les enfants du quartier ont commencé à se moquer de moi, quand les railleries sont devenues insupportables, j'ai abandonné les pointes pour des crampons. Pourtant, dans les nuits silencieuses où ma grand-mère dormait, je me connectais à Internet et regardais des représentations complètes du lac des Cygnes ou de Casse-Noisette, ressentant une étrange nostalgie pour une vie que je n'avais jamais vraiment vécue. Il y avait quelque chose dans l'élégance, dans l'expression artistique du ballet, que mon âme athlétique désirait secrètement. C'était un samedi pluvieux de mars que mon monde a changé pour toujours. Nous jouions contre les Oakland Lightning sur notre terrain local, une pelouse irrégulière avec des gradins en bois usés par le temps, gris et écaillés. C'était le genre de jour où le ballon devenait lourd à cause de l'eau et où le terrain se transformait en un bourbier traître. Mais j'aimais jouer dans ces conditions. Ça me faisait me sentir plus connecté au jeu, plus authentique. Pendant l'échauffement, j'ai remarqué un mouvement inhabituel dans les gradins VIP, la petite section couverte où s'asseyaient parfois les dirigeants du club masculin et leurs familles. Richard Montgomery III investissait dans l'équipe masculine depuis quelques années, essayant d'acheter son chemin vers une respectabilité sportive que son argent technologique ne pouvait lui offrir naturellement.
Mais cet après-midi-là, ce n'était pas Richard qui a attiré mon attention. Elle était assise avec une posture parfaite, les jambes croisées élégamment, vêtue d'un blazer gris perle qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Ses cheveux blonds cuivrés tombaient en vagues douces sur ses épaules, et elle portait une écharpe en soie qui dansait délicatement dans la brise humide. Elle était belle d'une manière qui semblait inaccessible, comme ces femmes qui apparaissent dans les magazines de mode que je feuilletais parfois au supermarché, mais que je n'achetais jamais. Quand nos regards se sont croisés pour la première fois, j'ai ressenti une étrange sensation dans l'estomac. Ce n'était pas le trac avant le match. C'était quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Ses yeux verts émeraude m'ont étudié avec une intensité qui m'a fait légèrement trébucher sur le ballon pendant une action d'entraînement. Le match a mal commencé pour nous. Auckland était une équipe physique et agressive, et le terrain mouillé favorisait leur style de jeu direct. À la 15e minute, nous perdions déjà 1-0, et notre entraîneuse criait des instructions depuis la touche, perdue dans le vent et la pluie. Mais quelque chose avait changé en moi. Chaque fois que je courais sur le terrain, je sentais ses yeux verts suivre mes mouvements. Ce n'était pas le regard désinvolte d'une spectatrice ennuyée, c'était une attention pure, concentrée, comme si elle étudiait chaque pas que je faisais, chaque décision que je prenais avec le ballon. À la 32e minute, j'ai reçu une passe à la limite de la surface de réparation. 2 défenseuses étaient sur moi, l'angle était impossible, mais pour une raison quelconque, j'ai regardé vers les gradins. Elle était penchée en avant, les mains serrées sur son sac Birkin, complètement absorbée par le jeu. À cet instant, quelque chose s'est allumé en moi. J'ai dribblé la première défenseuse avec un mouvement que j'avais pratiqué des milliers de fois, mais qui, cet après-midi-là, est sorti avec une fluidité presque dansante. La deuxième défenseuse s'est jetée pour me prendre le ballon, mais j'avais déjà anticipé son mouvement. Le tir est parti proprement, directement dans le coin supérieur droit du but. La gardienne n'a même pas eu le temps de bouger. Le but était magnifique, techniquement parfait. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est l'expression sur le visage de cette femme mystérieuse quand j'ai regardé vers les gradins. Ses lèvres s'étaient légèrement entr'ouvertes. Ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à de la fierté, de l'admiration. Je n'étais pas sûre, mais la manière dont elle m'a souri a fait battre mon cœur, plus vite qu'après avoir couru pendant 90 minutes. Nous avons marqué 2 autres buts en seconde mi-temps, tous 2 avec ma participation directe, et nous avons gagné 3-1. Mais tout au long du match, ma concentration était partagée entre le jeu et cette présence magnétique dans les gradins. Chaque fois que je faisais une bonne action, mes yeux cherchaient automatiquement sa réaction, et elle ne me décevait jamais. Elle applaudissait discrètement, souriait quand je faisais une passe intelligente, se crispait quand les adversaires me faisaient des fautes dures. Après le match, alors que mes coéquipières fêtaient dans le vestiaire, je suis restée sur le terrain sous la pluie qui s'était arrêtée, facultatif, feignant de ramasser des cônes d'entraînement, mais espérant en réalité quelque chose que je ne savais pas définir. Les familles et amis étaient descendues des gradins pour féliciter les joueuses, mais elles restaient assises, m'observant avec la même intensité déconcertante. Enfin, Richard Montgomery s'est approché d'elle et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. J'ai vu son expression changer, devenir plus réservée, plus contrôlée. Elle s'est levée gracieusement, a ajusté son sac sur son épaule et s'est dirigée vers la sortie sans regarder en arrière. Mais juste avant de disparaître par la porte du stade, elle s'est arrêtée, a légèrement tourné la tête et m'a lancé un dernier regard qui m'a coupé le souffle. Ce n'était qu'une seconde, mais à cet instant, j'ai senti que quelque chose de fondamental avait changé dans ma vie. Cette nuit-là, allongée dans mon lit pendant que j'écoutais la respiration irrégulière de ma grand-mère dans la pièce d'à côté, je ne pouvais m'arrêter de penser à ses yeux verts. Je ne connaissais pas son nom, je ne savais rien d'elle, sauf qu'elle était mariée à Richard Montgomery, mais il y avait quelque chose dans la manière dont elle m'avait regardé qui suggérait qu'elle avait ressenti la même connexion inexplicable que moi. Pour la première fois depuis des années, je suis restée éveillée toute la nuit sans regarder de vidéos de ballet. À la place, j'ai revécu chaque moment du match, chaque échange de regards, me demandant si je la reverrais et ce que cela signifierait si cela arrivait. Les 3 matchs suivants furent une torture exquise. Chaque samedi, j'arrivais au stade avec un mélange d'anticipation et de nervosité que je n'avais jamais ressenti, même avant les matchs les plus importants de ma carrière. Mes coéquipières ont commencé à remarquer le changement dans mon comportement. « Hé, Alex, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ?» m'a demandé Sandra, notre capitaine, alors que nous nous changions après l'entraînement. « Tu joues comme si tu avais quelque chose à prouver, mais tu sembles aussi, je ne sais pas, distraite. » Je ne pouvais pas lui expliquer que chaque action que je faisais, chaque but que je marquais, chaque sprint que je courais, je le faisais en pensant si une certaine femme aux yeux verts m'observait depuis les gradins VIP. Victoria, j'avais découvert son nom en posant discrètement la question à un employé du stade, Victoria Ashford Montgomery, un nom aussi élégant et sophistiqué qu'elle-même. Et elle était là, chaque samedi, assise au même endroit avec cette posture parfaite qu'elle avait apprise dans des cours de bonne manière que je n'avais vue que dans des films. Toujours impeccablement vêtue,
Un jour avec une robe midi ivoire qui faisait briller sa peau sous le soleil californien, un autre jour avec un ensemble pantalon et blazer bleu marine qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Toujours avec ce sac Birkin qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Toujours avec des bijoux discrets mais visiblement coûteux. Toujours belle d'une manière qui me faisait me sentir inadéquate avec mes uniformes sportifs et mes cheveux attachés sommairement. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était la manière dont elle m'observait. Ce n'était pas le regard distant d'une mondaine ennuyée remplissant des obligations sociales. C'était une attention pure, concentrée, comme si chaque mouvement que je faisais sur le terrain était important pour elle. Quand je faisais une belle action, je voyais ses lèvres se courber en un petit sourire sincère. Quand les adversaires me faisaient des fautes dures, je remarquais qu'elle se crispait sur son siège, comme si elle ressentait la douleur avec moi. Après le 4e match, alors que je faisais semblant d'organiser mon sac de sport dans le tunnel menant au parking, je l'ai vue marcher seule vers la sortie. Richard n'était pas avec elle cet après-midi-là. J'avais entendu quelqu'un mentionner qu'il avait une réunion d'affaires. C'était ma chance. Peut-être la seule que j'aurais de lui parler directement. Mon cœur battait si fort que je pensais m'évanouir en m'approchant. Elle marchait lentement, comme si elle n'était pas pressée d'aller où que ce soit, et pendant un instant, je me suis demandé si elle aussi attendait une occasion comme celle-ci. « Excusez-moi », ai-je dit quand j'étais assez près, ma voix plus rauque que d'habitude à cause de la nervosité. « Victoria ?» Elle s'est arrêtée immédiatement et s'est tournée vers moi, ses yeux verts émeraude rencontrant les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. De près, elle était encore plus belle que je ne l'avais imaginé. Sa peau avait une texture parfaite, comme de la porcelaine, et elle sentait une fragrance florale et coûteuse qui m'a légèrement étourdie. « Vous êtes Alex Rodriguez », a-t-elle dit, et le fait qu'elle connaisse mon nom complet m'a tellement surprise que je n'ai pas pu répondre immédiatement. Sa voix était douce, cultivée, avec cette diction parfaite acquise par des années d'éducation privée. La numéro 10. « Oui, c'est moi », ai-je bégayé comme une adolescente, sentant mon visage s'empourprer. Je voulais vous remercier de venir à nos matchs. Je sais que le football féminin n'est pas exactement... Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de spectateurs réguliers. » Un sourire sincère a illuminé son visage, et pour la première fois depuis que je l'avais vue, elle a semblé se détendre un peu. « Me remercier? Alex, vous êtes incroyable. Votre façon de jouer, c'est de l'art pur. C'est moi qui devrais vous remercier de me permettre d'assister à quelque chose d'aussi beau. » Ces mots m'ont frappé comme un coup doux à l'estomac. Personne, jamais, n'avait décrit ma façon de jouer comme de l'art. Technique, force, vitesse, oui. Mais l'art, c'était quelque chose que j'associais à mes vidéos secrètes de ballet, pas à ma vie sur le terrain de football. « Je ne savais pas que vous aimiez le football », ai-je dit, essayant de maintenir la conversation bien que mon esprit soit complètement troublé par sa proximité. « Je ne savais pas que je l'aimais jusqu'à ce que je commence à venir ici », a-t-elle admis, et il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix qui m'a donné envie de la protéger d'un danger invisible. Au début, je venais parce que Richard insistait, mais maintenant, je viens pour des raisons complètement différentes. L'air entre nous s'est épaissi avec quelque chose d'indicible, quelque chose de dangereux et d'excitant. Je pouvais sentir la tension comme une corde tendue à se rompre. « Ça vous dirait de prendre un café un jour ?» Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les retenir, et je les ai immédiatement regrettés. Qu'est-ce que je faisais? Elle était mariée, elle venait d'un monde complètement différent du mien, et je venais de poser la question la plus inappropriée de ma vie. Mais au lieu de sembler offensée ou mal à l'aise, Victoria m'a regardée avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. Il y avait de la surprise. Oui, mais aussi quelque chose qui semblait... du soulagement? « J'adorerais », a-t-elle dit doucement, si bas que je l'ai à peine entendu. « Mais il faudra que ce soit... discret. Ma situation est compliquée. » J'ai hoché la tête rapidement, ne faisant pas confiance à ma voix pour ne pas gâcher l'instant. Nous avons échangé nos numéros de téléphone avec l'urgence de 2 conspiratrices, et nous sommes convenus de nous retrouver le mardi suivant dans un petit café du Castro que je savais être loin des cercles sociaux de Pacific Heights. Cette nuit-là, après avoir aidé ma grand-mère Carmen avec ses médicaments et m'être assurée qu'elle était confortablement installée, je me suis assise sur mon lit et j'ai fixé le numéro de Victoria enregistré dans mon téléphone. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas croire que j'avais été assez courageuse pour l'inviter, et je ne pouvais absolument pas croire qu'elle avait accepté. Je me suis levée et j'ai sorti la boîte de sous mon lit, celle contenant mes programmes de ballet secret. Pour une raison quelconque, j'avais besoin de voir ces images d'élégance et de grâce, comme si elles pouvaient me donner des indices sur la manière de me comporter dans le monde de Victoria. Les ballerines sur les photos semblaient si éthérées, si raffinées, si différentes de moi avec mes mains calleuses et mes genoux marqués par les cicatrices de tacles mal calculées. Le mardi est arrivé comme une éternité plus tard. Je me suis changée 5 fois, me demandant ce qu'une entraîneuse de football du Mission District était censée porter pour prendre un café avec une mondaine de Pacific Heights. Finalement, j'ai opté pour mon jean le plus récent, un t-shirt noir simple et ma veste en cuir préférée,
celle qui me faisait me sentir un peu plus sophistiquée tout en restant authentiquement moi. Je suis arrivée au café 20 minutes avant l'heure convenue, j'ai commandé un café américain et me suis assise à une table dans un coin d'où je pouvais voir l'entrée. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je vérifiais mon téléphone encore et encore, me demandant si elle viendrait vraiment ou si elle aurait reconsidéré la folie de rencontrer une femme comme moi. Mais à 3 heures précises, je l'ai vue entrer. Elle portait un jean de créateur qui lui allait comme une seconde peau, une blouse en soie couleur crème et un cardigan qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Même habillée, de manière décontractée, elle irradiait une élégance qui me faisait me sentir maladroite et déplacée. Ses yeux m'ont trouvée immédiatement, et le sourire qu'elle m'a adressé a fait disparaître tous mes nerfs en un instant. Elle s'est approchée de ma table avec cette grâce naturelle qu'elle avait, comme si elle flottait plutôt que de marcher. « J'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « Pas du tout », ai-je menti, car en vérité j'aurais attendu tout l'après-midi pour ce moment. Elle a commandé un cappuccino avec du lait d'amande et du miel, et quand le serveur s'est éloigné, nous nous sommes regardés dans un silence qui aurait pu être gênant mais qui semblait chargé de possibilités. « Alors », a-t-elle dit finalement, « raconte-moi qui est Alex Rodriguez quand elle ne court pas sur un terrain de football à marquer des buts impossibles. » Et ainsi, nous avons commencé à parler. Je lui ai raconté ma grand-mère Carmen, comment j'avais appris à cuisiner du mole poblano en suivant ses instructions criées depuis la cuisine pendant que je faisais mes devoirs sur la table à manger. Je lui ai parlé des enfants de l'académie, de la manière dont le football leur donnait de l'espoir dans un quartier où l'espoir était un luxe que peu pouvaient s'offrir. Elle m'a raconté son enfance dans un manoir de Pacific Heights qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison, des parents qui l'aimaient, mais qui ne savaient jamais vraiment qui elle était, trop occupée à maintenir les apparences sociales. Elle m'a parlé de son mariage avec Richard, et bien qu'elle n'ait rien dit de directement négatif, j'ai pu lire entre les lignes que ce n'était pas le conte de fées qu'il semblait être de l'extérieur. « Tu sais, a-t-elle dit après 1 heure de conversation fluide, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui parle de son travail avec autant de passion. La manière dont tu décris le football, c'est comme si c'était de la poésie en mouvement. C'est drôle que tu dises ça, ai-je admis, ressentant une connexion que je n'avais jamais connue auparavant. Parfois, quand je joue, surtout quand tout se passe parfaitement, j'ai l'impression de danser, comme si le ballon et moi faisions partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'artistique. Ses yeux se sont illuminés d'une intensité qui m'a surprise. « As-tu déjà dansé? Je veux dire, professionnellement ?» La question m'a prise au dépourvu. Pendant un instant, j'ai envisagé de mentir, de garder mon secret comme je l'avais toujours fait. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont elle me regardait, quelque chose de sincère et sans jugement, qui m'a donné envie d'être complètement honnête avec elle. « Du ballet ?» ai-je admis à voix basse, sentant mon visage rougir, quand j'étais petite, avant le football. Mais c'était compliqué. Dans mon quartier, les filles qui faisaient du ballet étaient considérées comme bizarres, comme si nous essayions d'être quelque chose que nous n'étions pas. « Ça te manque ?» a-t-elle demandé doucement, et il y avait tant de compréhension dans sa voix que j'ai failli pleurer. « Tous les jours », ai-je confessé, et c'était la première fois de ma vie que je l'admettais à voix haute. Parfois, je regarde des vidéos sur Internet, des spectacles complets, et j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même que je ne pourrai jamais récupérer. Victoria a tendu la main par-dessus la table et a touché la mienne doucement. Sa peau était incroyablement douce, et le contact a envoyé une décharge électrique dans tout mon bras. « Il n'est jamais trop tard pour renouer avec les parties perdues de nous-mêmes », a-t-elle dit, et à la manière dont elle l'a dit, j'ai su qu'elle ne parlait pas seulement de moi. Nous sommes restés ainsi, nos mains se touchant légèrement sur la table du café, pendant ce qui semblait des heures, mais qui n'était probablement que des secondes. À cet instant, j'ai senti que quelque chose de fondamental changeait entre nous, quelque chose qui allait au-delà de l'attraction physique que j'avais ressentie depuis les gradins. Quand nous nous sommes finalement séparés, il était tard, et le café était presque vide. Nous sommes sortis ensemble, aucune de nous ne voulant que ce moment se termine. « On peut recommencer ?» ai-je demandé quand nous sommes arrivés dans la rue, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « J'adorerais », a-t-elle répondu, et la sincérité dans sa voix m'a fait sentir comme si je pouvais voler. « Mais Alex, ma situation est vraiment compliquée. Je ne veux pas te faire de mal. Tu ne me feras pas de mal, l'ai-je assuré, bien que nous savions toutes les deux que c'était une promesse qu'aucune de nous ne pouvait garantir. Nous nous sommes dit au revoir avec une étreinte qui a duré un peu plus longtemps que ce qui était socialement approprié, et alors que je la regardais s'éloigner dans sa Tesla blanche parfaitement propre, j'ai su que ma vie venait de prendre une direction complètement nouvelle et imprévisible. Cette nuit-là, au lieu de sortir mes programmes de ballet, je me suis assise sur mon lit et j'ai écrit dans un carnet que j'avais gardé pendant des années sans l'utiliser. J'ai écrit sur Victoria, sur la manière dont elle me faisait sentir plus que ce que j'avais cru possible, sur la connexion inexplicable qui avait surgi entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie en souriant,
rêvant non pas de buts impossibles ou de victoires sur le terrain, mais d'yeux verts et de conversations sur l'art, la poésie et les parties perdues de nous-mêmes que nous pourrions peut-être, juste peut-être, nous aider mutuellement à retrouver. Les semaines suivantes se sont transformées en une danse soigneusement chorégraphiée de rencontres secrètes et de messages textes que j'effaçais immédiatement après les avoir lus. Victoria et moi avions développé un code silencieux. Quand j'avais besoin de la voir, je portais un t-shirt rouge pendant l'échauffement. Quand elle pouvait s'échapper, elle portait des boucles d'oreilles en perles au lieu de ses habituels diamants. Notre deuxième rencontre a eu lieu au jardin botanique de Golden Gate Park. Je l'avais choisi parce que je savais que c'était un endroit où les mondaines de Pacific Heights allaient rarement, et parce qu'il y avait quelque chose de romantique à marcher parmi des fleurs exotiques tout en essayant de comprendre ce qui se passait entre nous. « Tu connais quelque chose aux plantes ?» m'a-t-elle demandé alors que nous admirions un jardin de roses particulièrement magnifique. « Juste qu'elles ont besoin d'eau et de soleil », ai-je admis en riant de ma propre ignorance. Ma grand-mère Carmen a quelques succulentes sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, mais je crois qu'elles survivent plus par miracle que grâce à mes soins. Victoria a souri et s'est approchée d'une rose particulièrement parfaite. Ce sont des David Austin, une variété anglaise. Elles sont magnifiques, mais elles demandent un soin constant, un sol parfait, la quantité exacte d'eau, très différente des fleurs sauvages qui poussent naturellement dans les champs. Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire, quelque chose de mélancolique, qui m'a fait me demander si elle parlait de plus que des fleurs. « Tu préfères les fleurs cultivées ou les sauvages ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un moment, touchant doucement les pétales de la rose. « Toute ma vie, j'ai été une rose David Austin », a-t-elle dit finalement. Soigneusement cultivée, maintenue dans des conditions parfaites, belle mais contrôlée. Parfois, je me demande ce que ça ferait d'être une fleur sauvage, de pousser librement, sans contrainte. Sa confession m'a brisé le cœur d'une manière que je n'attendais pas. Sans réfléchir, j'ai pris sa main dans les miennes. « Les fleurs sauvages sont belles », lui ai-je dit doucement, « mais les roses cultivées ont aussi leur propre magie. Il ne s'agit pas de savoir laquelle est meilleure, mais de trouver le jardin où tu peux t'épanouir en étant exactement qui tu es. » Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant un moment qui semblait éternel, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Il y avait de la vulnérabilité, oui, mais aussi une détermination que je n'avais pas vue auparavant. C'est lors de notre troisième rencontre que j'ai découvert le plus grand secret de Victoria. Nous avions convenu de nous retrouver dans un petit café-librairie à Haight, un de ces endroits bohèmes où l'on pouvait passer des heures sans être dérangé. J'étais arrivée tôt, comme toujours, mais cette fois, elle est arrivée avec une fillette d'environ 12 ans. « Alex !» a dit Victoria avec un sourire nerveux. « Je veux te présenter Sophie. Sophie, voici Alex, la joueuse de football dont je t'ai parlé. » Sophie avait les mêmes yeux verts que Victoria, mais ses cheveux étaient châtain foncé et elle avait cette énergie agitée que je reconnaissais chez beaucoup d'enfants que j'entraînais. Elle m'a tendu la main avec une gravité qui me rappelait douloureusement Victoria. « Maman dit que tu es la meilleure joueuse de la ligue féminine, » a dit Sophie avec une assurance qui contrastait avec son âge. « Maman exagère, » ai-je répondu. Mais quelque chose dans ma poitrine s'est serré en entendant Sophie appeler Victoria « maman ». Au cours de toutes nos conversations, Victoria n'avait jamais mentionné avoir une fille. « Sophie est ma belle-fille », a expliqué Victoria pendant que nous commandions des boissons. « Mais je l'élève depuis qu'elle a 5 ans. Sa mère biologique est morte dans un accident quand elle était très petite. » La manière dont Sophie se blottissait naturellement contre Victoria, la manière dont Victoria ajustait automatiquement les cheveux de la fillette, m'a tout dit sur leur relation. Ce n'était pas une obligation sociale, c'était un amour sincère, pur, maternel. « Tu peux m'apprendre des trucs de foot ?» a demandé Sophie, les yeux brillants. « Je suis dans l'équipe de l'école, mais je ne suis pas très bonne. » Nous avons passé l'heure suivante dans le petit parc à côté du café, où j'ai improvisé une leçon de football avec un ballon que je gardais toujours dans mon sac de sport. Sophie était naturellement athlétique, mais plus important encore, elle avait cette faim, cette détermination que je reconnaissais chez les meilleurs joueurs. « Ton problème, ce n'est pas la technique, » lui ai-je expliqué alors qu'elle s'entraînait à dribbler entre des cônes imaginaires. « C'est que tu penses trop. Le football se joue avec le cœur autant qu'avec les pieds. »« Comment je fais pour jouer avec le cœur ?» a-t-elle demandé, s'arrêtant pour me regarder avec cette gravité intense héritée de Victoria. « Trouve la raison pour laquelle tu aimes ce jeu, » lui ai-je dit, regardant instinctivement vers Victoria, qui nous observait depuis un banc avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer complètement. « Et quand tu l'as trouvée, ne la lâche jamais, peu importe ce que disent les autres. » Après leur départ, je suis restée dans le parc, réfléchissant à ce que je venais de voir. Victoria n'était pas seulement une mondaine ennuyée coincée dans un mariage de convenance. C'était une mère qui adorait clairement sa fille, une femme qui avait construit toute une vie autour de la protection et des soins de Sophie. Et maintenant, je comprenais pourquoi notre situation était si compliquée. Cette nuit-là, Victoria m'a envoyé un long message texte, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Merci d'avoir été si merveilleuse avec Sophie aujourd'hui. Elle n'arrête pas de parler de toi et de comment tu lui as appris que le football se joue avec le cœur.
Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, Alex, mais je veux que tu saches que Sophie est la chose la plus importante dans ma vie. Si Richard et moi divorcions, il pourrait se battre pour la garde, et même s'il n'est pas son père biologique, il a l'argent et les avocats pour me rendre la vie impossible. Je ne peux pas risquer de la perdre, même pour quelque chose d'aussi beau que ce que je ressens quand je suis avec toi. J'ai lu le message 5 fois avant de répondre. Finalement, j'ai écrit « Je comprends parfaitement pourquoi Sophie est ta priorité. Je ne te demanderai jamais de risquer ta relation avec elle pour moi. Mais Victoria, tout le monde mérite d'être heureux, même les mères qui sacrifient tout pour leurs enfants. Tu n'as pas à choisir entre aimer Sophie et te permettre d'être aimée. » Elle n'a pas répondu cette nuit-là, et pendant 3 jours, je n'ai eu aucune nouvelle d'elle. Ce furent les jours les plus longs de ma vie récente, remplis de matchs de football où je jouais mécaniquement et de séances d'entraînement avec les enfants où mon esprit était complètement ailleurs. Mais le jeudi après-midi, alors que je nettoyais l'équipement après avoir entraîné les enfants de 10 ans, j'ai reçu un message. « Peux-tu me retrouver samedi après ton match? Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Le match du samedi fut l'un des plus difficiles de la saison. Nous jouions contre Sacramento FC, l'équipe en tête de la ligue, et nous devions gagner pour garder nos espoirs de qualification pour les playoffs. Mais pour la première fois depuis des semaines, Victoria n'était pas dans les gradins. J'ai joué le pire match de la saison. J'ai raté des passes faciles, manqué un penalty à la 70e minute, et nous avons perdu 2-1. Mes coéquipières étaient abattues, et je me sentais responsable de la défaite. Après le match, alors que je me changeais lentement dans le vestiaire, j'ai reçu un autre message de Victoria. Je suis dans le parking côté est, la voiture grise. Je l'ai trouvée appuyée contre une Mercedes grise que je ne reconnaissais pas, habillée plus décontractée que je ne l'avais jamais vue. Jean, sweat doux et basket blanche qui la faisaient paraître des années plus jeune. Elle avait une expression nerveuse qui m'a fait me demander ce qu'elle avait prévu. « Je suis désolée de ne pas avoir été au match », a-t-elle dit quand je me suis approchée. Richard avait un dîner d'affaires, et je n'ai pas pu m'éclipser sans éveiller les soupçons. Ce n'est pas grave, ai-je menti, car en vérité, son absence avait affecté mon jeu plus que je ne voulais l'admettre. « Monte », a-t-elle dit en ouvrant la portière côté passager. « Je veux t'emmener quelque part. » Nous avons roulé en silence pendant 20 minutes, quittant la ville pour les collines entourant San Francisco. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs qui semblaient trop parfaites pour être réelles. Enfin, Victoria s'est garée sur un belvédère dominant toute la baie. « Tu sais pourquoi je t'ai amenée ici ?» a-t-elle demandé en coupant le moteur. J'ai secoué la tête, encore confuse par ce changement soudain de plan. « Parce que je voulais que tu vois San Francisco sous le bon angle », a-t-elle dit en sortant de la voiture. « Viens. » Nous nous sommes tenus au bord du belvédère, avec toute la ville s'étendant sous nous comme une tapisserie de lumière qui commençait à s'allumer. Je pouvais voir le Mission District, où j'avais grandi, Pacific Heights, où vivait Victoria, le Golden Gate Park, où nous avions marché parmi les fleurs, tous les endroits qui avaient défini nos vies séparées. « D'ici, » a dit Victoria doucement, « toutes les divisions semblent artificielles, non? Les quartiers riches, les quartiers pauvres, les frontières que nous créons pour nous séparer les uns des autres, de cette perspective, c'est juste une ville magnifique pleine de gens qui essaient de trouver leur place dans le monde. » Elle s'est rapprochée de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de me permettre d'être aimée, » a-t-elle poursuivi. « Et tu as raison. Mais Alex, tu dois comprendre que si nous faisons ça, si nous explorons vraiment ce qui se passe entre nous, ce sera compliqué, ce sera secret, ce sera parfois douloureux. » Je me suis tournée pour la regarder directement, voyant la pure vulnérabilité dans ses yeux verts. « Tu dis que tu veux essayer ?» ai-je demandé, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Je dis que je ne peux pas continuer à prétendre que je ne ressens pas quelque chose d'extraordinaire avec toi, » a-t-elle répondu, et avant que je puisse pleinement assimiler ces mots, ses lèvres étaient contre les miennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme si nous testions quelque chose que nous savions capable de tout changer. Mais quand j'ai répondu, quand mes mains ont trouvé son visage et l'ont attiré plus près, quelque chose s'est brisé entre nous. Des années de répression, de respect des règles sociales, de déni de partie de nous-mêmes, tout s'est dissous dans cet instant parfait avec San Francisco, scintillant sous nous. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous tremblions toutes les deux. « Pas de retour en arrière après ça », a-t-elle murmuré contre mes lèvres. « Je ne veux pas qu'il y en ait », ai-je répondu, et c'était la vérité la plus honnête que j'avais jamais dite. Cette nuit-là, Victoria m'a ramenée au Mission District, mais avant de me laisser partir, elle m'a tendu une petite enveloppe. « Ouvre-la quand tu seras chez toi », a-t-elle dit, m'embrassant doucement une fois de plus avant que je descende de la voiture. Dans ma chambre, avec ma grand-mère Carmen déjà endormie, j'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait 2 billets pour une représentation du San Francisco Ballet la semaine suivante. Giselle, l'une de mes œuvres préférées que j'avais vues des dizaines de fois en vidéo mais jamais en direct. Avec les billets, il y avait une note écrite dans l'écriture parfaite de Victoria pour la danseuse qui vit à l'intérieur de la footballeuse.
Il est temps que tu récupères cette partie de toi que tu pensais perdue. Nous irons ensemble, et je te promets que ce sera le début de quelque chose de beau, de compliqué et totalement à nous. Je suis restée éveillée toute la nuit, alternant entre regarder les billets et toucher mes lèvres, où je pouvais encore sentir le fantôme de ses baisers, sachant que ma vie venait de se diviser en deux parties, avant Victoria et tout ce qui viendrait après. La soirée du ballet a changé quelque chose de fondamental en moi. Victoria est venue me chercher à un coin de rue à 3 pâtés de maison de chez moi, vêtue d'une élégante robe noire qui la faisait ressembler à une déesse, tandis que je luttais avec la seule robe que je possédais, achetée pour la remise des diplômes du lycée et qui ne m'allait plus parfaitement. « Tu es magnifique », m'a-t-elle dit quand je suis montée dans la voiture, et la sincérité dans sa voix a fait disparaître toute mon insécurité concernant mes vêtements. Le War Memorial Opera House était un monde que je n'avais vu qu'en photo. Les plafonds voûtés, les escaliers en marbre, les femmes avec des bijoux scintillant sous les lustres. Victoria m'a guidée à travers tout cela avec une aisance qui rappelait nos éducations différentes, mais elle a gardé ma main dans la sienne comme pour m'assurer que j'avais ma place ici autant qu'elle. Quand le rideau s'est levé et que les danseurs ont commencé à bouger, quelque chose en moi s'est brisé et reconstitué en même temps. C'était Gisèle, une histoire d'amour trahi et de rédemption. Et chaque mouvement sur scène résonnait avec des parties de mon âme que j'avais gardées enfouies pendant des années. « Tu pleures ?» a murmuré Victoria pendant le premier acte. Je ne savais pas qu'il était possible d'être aussi beau, ai-je murmuré en retour, complètement absorbée par la grâce surnaturelle de la danseuse principale. Victoria a pris ma main et l'a serrée doucement. « Tu bouges comme ça sur le terrain », a-t-elle dit si bas que seul moi pouvais l'entendre. « Quand tu joues bien, quand tu es complètement dans l'instant, c'est exactement cette même magie. » Pendant l'entracte, alors que nous déambulions dans le hall en buvant du champagne qui coûtait probablement plus cher que mon dîner d'une semaine, une femme plus âgée s'est approchée de Victoria. « Victoria, ma chère, je ne savais pas que tu venais encore au ballet, » a dit la femme avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et qui est ton accompagnatrice ?»« Madame Whitman, » a répondu Victoria avec ce sourire parfait appris dans des cours de bonne manière. « Je vous présente Alex Rodriguez. Alex, Madame Whitman est membre du conseil d'administration du ballet. »« Enchantée » ai-je dit, tendant la main et sentant immédiatement que mon accent du Mission District semblait plus prononcé dans cet environnement. Madame Whitman m'a évalué rapidement, ma robe bon marché, mes chaussures clairement pas de créateur, mes mains calleuses d'athlète, et son sourire est devenu encore plus forcé. « À quoi vous occupez-vous, ma chère ?» a-t-elle demandé avec cette fausse douceur que j'ai reconnue comme un test. « Je suis footballeuse professionnelle et entraîneuse, » ai-je répondu, redressant légèrement le menton. Si j'allais être jugée, au moins ce serait pour qui j'étais vraiment. « Comme c'est intéressant, » a dit Madame Whitman, échangeant un regard avec Victoria qui exprimait clairement sa désapprobation. « Eh bien, profitez du second acte. » Quand elle s'est éloignée, j'ai senti mon visage brûler de honte. Victoria a immédiatement remarqué mon inconfort. « Ne fais pas attention à elle, » m'a-t-elle dit fermement. « Gladys Whitman est une vieille aigrie qui juge les gens par leur compte en banque plutôt que par leur caractère. »« Mais elle avait raison, » ai-je murmuré. « Je n'ai pas ma place ici. Regarde autour de toi, Victoria. Ce sont tes gens, ton monde. Je ne suis qu'une fille du mission qui ne sait pas quelle fourchette utiliser pour la salade. » Victoria m'a pris le bras et m'a emmenée dans un coin plus privé du hall. « Alex, regarde-moi, » a-t-elle dit, attendant que nos yeux se rencontrent. « Sais-tu combien de fois je suis venue au ballet ces 5 dernières années sans rien ressentir? Combien de fois je me suis assise dans ces fauteuils, entourée de mes gens, en me sentant complètement vide à l'intérieur? Mais aujourd'hui, en voyant ton visage pendant que les danseurs bougeaient, en voyant comment tu t'émouvais à chaque saut parfait. Aujourd'hui, j'ai enfin compris pourquoi l'art compte. » Ces mots m'ont profondément touchée, mais ils n'ont pas pu effacer complètement la sensation que nous jouions à un jeu dangereux dont je ne connaissais pas les règles. Le second acte fut encore plus beau que le premier, mais mon attention était partagée entre le spectacle et la conscience constante des yeux qui nous observaient. Victoria et moi étions clairement intimes d'une manière qui allait au-delà d'une simple amitié, et dans un monde aussi petit que celui de la haute société de San Francisco, les ragots voyageaient vite. Après le spectacle, au lieu d'aller à la réception d'après-spectacle à laquelle Victoria était invitée, elle m'a emmenée dans un petit bar de jazz à North Beach, où nous pouvions parler sans être observés. « Tu regrettes de m'avoir invitée ?» lui ai-je demandé alors que nous buvions du vin qu'elle avait choisi et qui avait un goût infiniment meilleur que tout ce que j'avais goûté auparavant. « Regretter, Alex? Cette soirée a été parfaite, » a-t-elle dit, prenant ma main par-dessus la table. « Mais nous devons parler de ce qui vient ensuite. »« Que veux-tu dire ?» Victoria a soupiré profondément, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait vraiment épuisée. « Richard prépare quelque chose, » a-t-elle dit finalement. « Il a eu des appels privés, des réunions avec des avocats. Et aujourd'hui, quand je suis rentrée pour me changer pour le ballet, Sophie a mentionné qu'elle avait entendu Richard parler au téléphone de terrain dans le Mission District et de retour maximal sur investissement. Mon sang s'est glacé. Mission District? Alex, y a-t-il quelque chose concernant ton travail, l'académie où tu entraînes,
qui pourrait intéresser Richard? Une raison pour laquelle il s'intéresserait aux propriétés de ton quartier? Mon esprit s'est immédiatement tourné vers les conversations que j'avais eues avec Miguel, le directeur de l'académie communautaire. Ils avaient du mal à payer le loyer, le propriétaire poussait pour vendre le bâtiment, et plusieurs promoteurs rôdèrent dans le quartier, achetant des propriétés pour construire des condominiums de luxe. L'académie, ai-je murmuré, sentant comme si on m'avait frappé à l'estomac. Le bâtiment où nous entraînons, où je travaille avec les enfants. Miguel a mentionné qu'ils avaient des problèmes financiers, que le propriétaire voulait vendre. Combien d'enfants vont à cette académie? A demandé Victoria, et je pouvais voir qu'elle calculait déjà les implications. Micker, 68, ai-je répondu automatiquement. De 5 à 18 ans. Pour la plupart d'entre eux, c'est la seule chance de faire du sport de manière organisée. Certains des plus âgés ont de réelles chances d'obtenir des bourses universitaires s'ils continuent de progresser. Victoria a fermé les yeux et s'est massé les tempes. Richard construit un portefeuille de propriétés dans des quartiers en transition, a-t-elle dit. Il achète des bâtiments communautaires, des centres sportifs, de petites entreprises familiales, les démolit et construit des appartements de luxe pour les jeunes professionnels qui travaillent au centre-ville, mais veulent vivre dans des quartiers authentiques, avec du caractère. Tu savais ça avant? Ai-je demandé, et je n'ai pas pu m'empêcher de laisser ma voix sonner accusatrice. Je savais qu'il investissait dans l'immobilier, mais je n'avais jamais fait le lien qu'il détruisait des communautés entières, a admis Victoria, et je pouvais voir une réelle détresse dans ses yeux. Alex, je suis tellement désolée. Si j'avais su... Quoi? Tu n'aurais rien commencé avec moi? Ai-je demandé, ressentant un mélange de douleur et de colère qui m'a surprise par son intensité. Non, a-t-elle dit fermement. J'aurais trouvé un moyen de l'arrêter. Nous sommes restées assises en silence un moment, chacune traitant les implications de ce que nous venions de découvrir. Non seulement nous avions une liaison interdite, nous étions de part et d'autre d'une guerre des classes dont nous ignorions même l'existence. Combien de temps avons-nous? Ai-je demandé finalement. Je ne sais pas. Ces choses peuvent prendre des mois, mais si Richard passe déjà des appels à des avocats, je dois prévenir Miguel, ai-je dit, me levant de la table. Je dois trouver un moyen de... Alex, attends! Victoria m'a doucement attrapé le poignet. Si Richard découvre que tu savais à l'avance, s'il fait le lien que je t'ai prévenu, ça pourrait devenir très compliqué pour nous deux. Plus compliqué que 68 enfants perdant le seul endroit sûr où ils peuvent faire du sport, ai-je répliqué, et je me suis immédiatement repentie du ton dur de ma voix. Victoria m'a lâché le poignet et s'est adossée à sa chaise, paraissant soudain très petite et fragile. Tu as raison, a-t-elle dit doucement. Bien sûr que tu as raison. C'est juste que, si Richard soupçonne que je sabote ses affaires, s'il utilise ça dans une bataille pour la garde de Sophie, je comprends, ai-je dit, et je comprenais vraiment. Mais je comprenais aussi que je ne pouvais pas rester assise pendant que la vie de 68 enfants s'effondrait pour que Richard Montgomery puisse gagner plus d'argent. Qu'allons-nous faire? A demandé Victoria, et le fait qu'elle dise « nous » au lieu de « tu » m'a fait sentir que nous pourrions peut-être trouver une solution ensemble. Je ne sais pas encore, ai-je admis, mais nous allons trouver un moyen. Il le faut. Cette nuit-là, Victoria m'a ramenée au Mission District, mais avant de me laisser descendre de la voiture, elle a pris mon visage entre ses mains et m'a embrassée avec une désespération que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Quoi qu'il arrive, » a-t-elle murmuré contre mes lèvres, « je veux que tu saches que ce soir, te voir redécouvrir cette partie de toi-même au ballet, c'était l'un des moments les plus beaux de ma vie. » Victoria, ai-je commencé, mais elle a posé un doigt sur mes lèvres. « Quoi que nous devions affronter, nous l'affronterons, » a-t-elle dit. « Mais je ne laisserai pas Richard détruire quelque chose d'aussi important pour toi sans me battre. » Quand je suis arrivée chez moi, j'ai trouvé ma grand-mère Carmen éveillée dans la cuisine, buvant une tisane de camomille comme elle le faisait quand elle ne pouvait pas dormir à cause de l'inquiétude. « Comment était le ballet, Mija ?» a-t-elle demandé, me regardant avec ses yeux qui avaient en vue trop de choses dans la vie pour être facilement trompés. « Magnifique !» ai-je répondu, m'asseyant à côté d'elle. « Abuela, que ferais-tu si tu savais que quelque chose de mauvais va arriver, mais que prévenir les gens pourrait blesser quelqu'un que tu aimes? » Ma grand-mère Carmen m'a étudiée attentivement, et j'ai su qu'elle voyait à travers ma question hypothétique. « Écoute, Alex, » a-t-elle dit finalement, prenant ma main dans les siennes, ridée mais forte, « dans la vie, il y a des moments où tu dois choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. Et quand ces moments arrivent, la seule façon de vivre avec toi-même après, c'est de choisir ce qui est juste, peu importe le coût. » Cette nuit-là, je suis restée éveillée jusqu'à très tard, alternant entre ressentir le bonheur résiduel du ballet et le désespoir de savoir que l'académie, et par extension, mon travail et mon but, étaient menacés. Mais plus que tout, j'ai pensé à Victoria, à la manière dont elle avait dit « Nous allons trouver un moyen », au lieu de me laisser affronter cela seule. Pour la première fois depuis que cette relation impossible avait commencé, j'ai senti que nous avions peut-être une réelle chance de construire quelque chose ensemble. Mais je savais aussi que les épreuves les plus difficiles étaient encore à venir. Les jours suivants furent un cauchemar parfaitement orchestré.
J'ai averti Miguel des rumeurs que j'avais entendues, sans mentionner ma source, et son visage s'est décomposé quand il a confirmé mes pires craintes. Richard Montgomery avait fait une offre pour le bâtiment de l'académie que le propriétaire ne pouvait pas refuser. Nous avions 30 jours avant que la vente ne soit finalisée et qu'on nous demande d'évacuer. À 68 enfants, Alex, m'a dit Miguel, la voix brisée, assis dans son petit bureau entouré de trophées bon marché et de photos d'équipes gagnantes. Que vais-je dire à leurs parents? Que leur enfant n'a plus d'endroit où s'entraîner parce qu'un millionnaire a besoin de construire des appartements de luxe? Cet après-midi-là, mon monde s'est complètement effondré. J'avais joué avec une douleur au genou pendant des semaines, prenant des anti-inflammatoires comme des bonbons et mettant de la glace après chaque entraînement. Mais lors d'une pratique de tir franc, quelque chose s'est rompu de manière audible, et je suis tombée au sol en criant de douleur. Le diagnostic du médecin était dévastateur. Rupture partielle du ligament croisé antérieur, ménisque endommagé, possible fin de carrière si je n'étais pas opérée immédiatement. L'opération coûterait 40 000 $, de l'argent que je n'avais pas et que mon assurance de base ne couvrait pas. Sans l'opération, mon genou ne serait plus jamais le même. Avec l'opération, j'avais une chance de rejouer, mais il me faudrait des mois de rééducation. « As-tu de la famille qui peut t'aider avec les coûts ?» a demandé le Dr Harrison en examinant les radiographies. J'ai pensé à ma grand-mère Carmen, luttant pour payer ses propres médicaments avec sa pension de retraite. J'ai pensé à mes cousins, travaillant à 2 emplois pour subvenir aux besoins de leur propre famille. J'ai pensé à Victoria, avec son compte bancaire qui contenait probablement plus d'argent que je n'enverrais de toute ma vie, mais à qui je ne pouvais pas demander d'aide sans tout compliquer encore plus. Non, ai-je menti. Combien de temps ai-je pour décider de l'opération? Idéalement, nous devrions t'opérer la semaine prochaine, a-t-il dit. Chaque jour qui passe, les dommages peuvent empirer. Mais je comprends que c'est une décision financière difficile. Je peux te donner 2 semaines maximum, mais après ça, les risques deviennent significativement plus grands. Je suis sortie de l'hôpital en boitant, avec des béquilles et une ordonnance d'analgésique que je ne pouvais pas me permettre de faire complètement exécuter. Victoria m'avait envoyé des messages tout l'après-midi, mais je n'avais répondu à aucun. Comment expliquer à quelqu'un que votre vie s'effondre quand la sienne est faite de privilèges qu'elle ne peut même pas voir? Ce soir-là, assise sur mon lit avec la jambe surélevée et les béquilles appuyées contre le mur, je lui ai enfin envoyé un message. « J'ai besoin de te voir. C'est urgent. » Sa réponse est arrivée immédiatement. « Où es-tu? J'arrive. »« Tu ne peux pas venir ici, » ai-je écrit rapidement, pensant à ma grand-mère Carmen, aux voisins, à ce qu'ils penseraient s'ils voyaient une femme visiblement riche sortir d'une Tesla dans notre quartier. Le belvédère où nous nous sommes embrassés la première fois. Dans 1 heure. Victoria est arrivée avant moi, ce qui n'était pas surprenant vu que j'ai dû prendre 2 bus avec des béquilles. Je l'ai trouvée appuyée contre sa voiture, vêtue d'un jean et d'un sweat, comme si elle était sortie précipitamment de chez elle sans penser à ses vêtements. « Mon Dieu, Alex, que t'est-il arrivé? » s'est-elle exclamée en me voyant m'approcher maladroitement avec mes béquilles. « Mon genou, » ai-je dit simplement, me laissant tomber sur le banc où nous avions été lors de cette nuit parfaite, qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Il s'est cassé pendant l'entraînement. J'ai besoin d'une opération. Victoria s'est assise à côté de moi immédiatement, et j'ai vu des larmes se former dans ses yeux. « Quand vas-tu te faire opérer? Que disent les médecins sur la récupération? »« Je ne vais pas me faire opérer, » ai-je dit, regardant vers la baie plutôt que dans ses yeux. « Je ne peux pas me le permettre. »« Combien ça coûte? » a-t-elle demandé immédiatement. « Victoria, non, » ai-je dit fermement avant qu'elle ne puisse continuer. « Je ne vais pas te laisser payer mon opération. C'est déjà assez compliqué. 40 000, ai-je dit finalement. Et c'est juste pour l'opération. La rééducation coûterait 20 000 de plus. J'ai vu l'instant précis où Victoria a réalisé que cette somme, probablement équivalente à ce qu'elle dépensait en vêtements en 6 mois, représentait pour moi la différence entre avoir une carrière ou passer le reste de ma vie à boiter. « Alex, » a-t-elle dit doucement prenant ma main, « cet argent ne signifie rien pour moi. C'est moins que ce que Richard dépense en vin en 1 an. S'il te plaît, laisse-moi. »« Non !» ai-je explosé, retirant ma main. « Tu ne comprends pas ce que ça ferait? Me transformer en ton projet de charité? En la pauvre fille du mission qui a besoin que la riche dame la sauve? Ce n'est pas de la charité, » a dit Victoria, et pour la première fois depuis que je la connaissais, sa voix semblait dure. C'est de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on veut aider quand il souffre. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. C'était la première fois que l'une de nous utilisait le mot amour directement. Amour? Ai-je répété, sentant le sol trembler sous moi. Victoria, nous ne savons même pas ce que nous avons. Nous nous voyons en secret. Nous nous embrassons dans des voitures garées. Nous prétendons que nos mondes peuvent coexister alors qu'ils ne le peuvent clairement pas. Mes sentiments pour toi ne sont pas une pretense, a dit Victoria, et il y avait une désespération dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Peut-être que tout le reste est compliqué, mais ça, c'est réel. Et après? Ai-je demandé, sentant les larmes couler sur mes joues. Disons que tu payes l'opération, que je récupère, que je rejoue, et ensuite,
On continue à se cacher pour toujours? Sophie grandit en pensant qu'il est normal que sa mère vive un mensonge. Je passe le reste de ma vie à être ton secret honteux. Victoria est restée silencieuse un long moment, et quand elle a finalement parlé, sa voix n'était qu'un murmure. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je sais que je ne peux pas te voir souffrir quand j'ai le pouvoir de t'aider. Il y a autre chose, ai-je dit, sachant que je devais tout lui dire avant qu'il ne soit trop tard. Miguel a confirmé pour l'académie. Richard a acheté le bâtiment. Nous avons 30 jours. Le visage de Victoria a blêmi. Tu lui as dit que je t'avais prévenu? Bien sûr que non, ai-je dit. Mais Victoria, ses enfants, ils vont tout perdre. Et je ne serai pas là pour les aider parce que je serai chez moi à m'apitoyer sur mon sort avec un genou détruit. Je dois faire quelque chose, a murmuré Victoria, plus pour elle-même que pour moi. Je dois trouver un moyen d'arrêter ça. Comment? Tu vas confronter ton mari? Lui dire que tu es au courant de ses plans d'affaires parce que ta petite amie secrète te l'a dit? Le mot « petite amie » est resté suspendu dans l'air entre nous comme une accusation. Nous n'avions jamais défini ce que nous étions. Et maintenant, ça semblait pathétiquement naïf d'avoir évité cette conversation. Je trouverai un autre moyen, a dit Victoria avec une détermination qui m'a effrayée. Il y a des informations financières, des documents légaux dans son bureau à la maison. Si je peux trouver quelque chose de compromettant... Victoria, non, ai-je dit, alarmée. Tu ne peux pas risquer ta relation avec Sophie pour ça. Tu ne peux pas tout risquer pour mon problème. Ce n'est pas seulement ton problème, a-t-elle crié, et c'était la première fois que je la voyais perdre complètement le contrôle. C'est notre problème. L'académie est importante pour toi, ce qui signifie qu'elle est importante pour moi. Ta carrière est importante pour toi, ce qui signifie qu'elle est importante pour moi. Tu ne peux pas me demander de rester assise à regarder tout ce qui compte pour toi s'effondrer. Nous sommes restées assises en silence, toutes deux en pleurs, ressentant le poids impossible de la situation que nous avions créée. Sais-tu ce qu'il y a de plus cruel dans tout ça? Ai-je dit finalement. Que pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé quelqu'un qui me faisait me sentir complète. Quelqu'un qui voyait toutes les parties de moi, la footballeuse, l'entraîneuse, la danseuse secrète, la petite fille qui prend soin de sa grand-mère, et qui les aimait toutes. Et maintenant, je dois choisir entre accepter ton aide et perdre ma dignité, ou garder ma fierté et tout perdre d'autre. Victoria s'est approchée et m'a serrée dans ses bras, et nous sommes restés ainsi pendant ce qui semblait des heures, nous agrippant l'une à l'autre comme si nous pouvions empêcher le monde de s'effondrer autour de nous. Il y a une troisième option, a-t-elle murmuré finalement contre mes cheveux. Laquelle? Nous nous battons, a-t-elle dit, s'écartant pour me regarder dans les yeux. Nous nous battons ensemble. Je trouve un moyen d'obtenir des informations sur Richard que nous pouvons utiliser pour arrêter la vente. Tu me laisses t'aider avec l'opération, pas comme de la charité, mais comme un investissement dans notre avenir ensemble. Et après, quand tu seras rétabli, nous trouvons un moyen de faire fonctionner tout ça pour de vrai. Victoria, les risques de ne rien faire sont plus grands, a-t-elle dit fermement. Alex, je t'aime, et je sais que tu m'aimes aussi, même si aucune de nous n'a été assez courageuse pour le dire jusqu'à maintenant. Nous pouvons continuer à être lâches et laisser nos peurs détruire quelque chose de magnifique, ou nous pouvons être courageuses et nous battre pour ça. J'ai regardé ses yeux verts, voyant en eux une détermination et un amour qui m'ont coupé le souffle. Pour la première fois depuis ma sortie de l'hôpital, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Si nous faisons ça, ai-je dit lentement, ça doit être en tant que partenaires égales. Tu ne me sauves pas. Nous nous battons ensemble. Partenaires égales, a acquiescé Victoria, scellant le pacte avec un baiser qui avait le goût des larmes, des promesses et des secondes chances. Si vous appréciez cette histoire passionnée, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la grande finale. Vos commentaires et votre soutien comptent énormément pour nous. Cette nuit-là, après que Victoria m'ait ramenée chez moi et aidé à monter les escaliers sans réveiller ma grand-mère Carmen, je suis restée éveillée à faire des plans. J'avais pris la décision la plus risquée de ma vie. Faire entièrement confiance à quelqu'un, tout miser sur l'amour, et voir si nous pouvions créer un miracle ensemble. L'opération était programmée pour le vendredi. Victoria avait insisté pour payer tous les frais, transférant l'argent sur mon compte comme un prêt sans intérêt que nous savions toutes les deux que je ne pourrais jamais rembourser complètement. Mais plus important encore, elle avait promis que d'ici mercredi, elle aurait assez d'informations sur les affaires de Richard pour arrêter la vente de l'académie. En m'endormant, avec mon genou palpitant de douleur mais le cœur rempli d'un espoir dangereux, j'ai murmuré une prière à tout Dieu qui pourrait m'entendre. Que l'amour soit suffisant, que nous soyons assez fortes, que nous puissions sauver à la fois l'académie et notre relation. Mais au fond de mon esprit, une petite voix effrayée continuait de murmurer que peut-être certains mondes n'étaient jamais destinés à se croiser, et que lorsqu'ils le faisaient, la destruction était inévitable. Le mercredi matin, Victoria est apparue à ma porte avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait des cernes profonds, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce qui m'effrayait et me rassurait à la fois. « Tu l'as eu ?» ai-je demandé.
la faisant entrer rapidement avant qu'un voisin ne la voie. Plus que ce que j'espérais, a-t-elle répondu, sortant un dossier épais de son sac Birkin. Alex, Richard ne se contente pas d'acheter l'académie. Il achète tout le pâté de maison. Le plan est de démolir 12 bâtiments, y compris la maison de ta grand-mère. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. La maison où j'avais grandi, où ma grand-mère Carmen vivait depuis 40 ans, où elle gardait tous ses souvenirs du Mexique et de mon grand-père décédé. Mais il y a plus, a poursuivi Victoria, ouvrant le dossier. J'ai trouvé des correspondances entre Richard et ses associés. Ils utilisent des subventions gouvernementales destinées au logement à faible coût pour financer le projet. Mais les appartements qu'ils vont construire coûteront 3 000 $ par mois minimum. C'est une fraude au gouvernement fédéral. J'ai regardé les documents qu'elle avait étalés sur ma table de cuisine. Des emails, des contrats, des transcriptions de réunions. Victoria avait tout risqué pour obtenir ces informations. Victoria, comment as-tu obtenu tout ça? Je suis entrée dans son bureau hier soir pendant qu'il était à un dîner d'affaires, a-t-elle admis, et je pouvais voir qu'il lui coûtait de garder son calme. J'ai photographié tout ce que j'ai pu trouver. Alex, si nous remettons ça aux autorités fédérales, ils peuvent arrêter tout le projet. Et si Richard découvre que c'était toi? Victoria est restée silencieuse un moment, et quand elle a finalement parlé, sa voix n'était qu'un murmure. Il le sait déjà. Mon cœur s'est arrêté. Que veux-tu dire? Ce matin, quand je suis descendue pour le petit déjeuner, j'ai trouvé ces documents sur la table de la salle à manger, a-t-elle dit, sortant une autre enveloppe de son sac. Des papiers de divorce, une demande de garde complète de Sophie et une ordonnance restrictive qui m'interdit de m'approcher d'elle jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais sa voix est restée ferme. Richard a engagé un détective privé, Alex. Il a des photos de nous au café, au Belvédère, entrant et sortant du ballet. Il sait tout. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Tout notre monde secret, toutes nos précautions soigneuses avaient été vaines. Où est Sophie maintenant? Ai-je demandé. À l'école? Richard dit qu'il peut la récupérer aujourd'hui, mais après ça, sa voix s'est complètement brisée. Après ça, je ne sais pas quand je la reverrai. Je me suis approchée et l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait, sentant mon propre cœur se briser pour elle. Victoria avait tout sacrifié. Son mariage, sa maison, sa relation avec Sophie, pour sauver l'académie et ma carrière. Victoria, tu n'avais pas à faire ça, ai-je murmuré contre ses cheveux. Ça ne valait pas la peine de perdre Sophie pour... Ça valait le coup, m'a-t-elle interrompu, s'écartant pour me regarder directement. Alex, toute ma vie, j'ai vécu selon les règles des autres. D'abord mes parents, puis Richard. Je n'ai jamais pris une décision basée sur ce que je voulais vraiment, sur ce que je savais être juste. Tu m'as appris qu'il est possible de vivre authentiquement, qu'il est possible de se battre pour ce qu'on aime. Mais Sophie mérite une mère qui se bat pour la justice, pas une qui reste silencieuse pendant que son beau-père détruit des communautés entières, a dit Victoria avec une conviction qui m'a surprise. Et Alex, ce n'est pas fini. Les avocats de Richard sont bons, mais une fraude fédérale reste une fraude fédérale. Si nous présentons ces preuves correctement, il pourrait faire face à des accusations criminelles. Dans ce cas, la garde de Sophie serait le moindre de ses soucis. Nous avons passé le reste de la journée à organiser les informations, à contacter un avocat spécialisé en fraude fédérale que Victoria connaissait par ses œuvres caritatives, à préparer une plainte complète. C'était étrange de voir Victoria en mode crise, efficace, implacable, utilisant toutes les connexions et ressources qu'elle avait accumulées au fil des années de vie sociale pour une cause qui comptait vraiment. Le jeudi soir, la veille de mon opération, nous avons reçu la nouvelle que nous attendions. Le FBI avait accepté d'enquêter sur la plainte et ils avaient émis une ordonnance judiciaire temporaire suspendant toutes les ventes de propriétés liées au projet jusqu'à ce que leur enquête soit terminée. « On l'a fait !» a murmuré Victoria quand l'avocat nous a appelés avec la nouvelle. « On a sauvé l'académie. » Mais la victoire avait un goût aigre-doux. Richard avait récupéré Sophie à l'école cet après-midi-là et s'était installé dans un hôtel, l'emmenant avec lui. Victoria avait une audience pour la garde prévue la semaine suivante, et bien que ses avocats soient optimistes, il n'y avait aucune garantie. La nuit avant l'opération, Victoria a insisté pour rester avec moi. Elle a aidé ma grand-mère Carmen à préparer le dîner, a écouté patiemment ses histoires sur le Mexique et a conquis le cœur de ma grand-mère en lui demandant la recette du mole poblano. « Ta petite amie est une bonne fille », m'a murmuré ma grand-mère Carmen en espagnol pendant que Victoria lavait la vaisselle. On voit qu'elle t'aime vraiment. C'était la première fois que ma grand-mère commentait directement sur Victoria et j'étais surprise qu'elle ait été si perspicace concernant notre relation. « Ça ne te dérange pas qu'elle soit une femme ?» ai-je demandé, curieuse de la réaction de ma grand-mère mexicaine traditionnelle. « Mija », a dit ma grand-mère Carmen, prenant ma main, « j'ai assez vécu pour savoir que l'amour véritable est rare et beau, peu importe la forme qu'il prend, et n'importe qui regardant cette fille peut voir qu'elle ferait n'importe quoi pour toi. » Cette nuit-là, allongée dans mon petit lit avec Victoria m'enlaçant soigneusement pour ne pas blesser mon genou, nous avons parlé de l'avenir pour la première fois de manière réaliste. « Que va-t-il se passer pour nous après tout ça ?» ai-je demandé dans l'obscurité.
Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je vais probablement perdre la maison, la plupart de mes amis, ma place dans la société de San Francisco. Mais Alex, pour la première fois de ma vie, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait plus peur, c'est l'idée de revenir à une vie de mensonge. Et si tu ne récupères pas la garde de Sophie? J'ai senti son corps se tendre contre le mien. Alors je me battrai tous les jours, jusqu'à ce que je la récupère, a-t-elle dit avec une détermination qui m'a fait l'aimer encore plus. Sophie mérite de savoir que sa mère n'a jamais abandonné, qu'elle s'est battue pour faire ce qui est juste même quand c'était difficile. L'opération a été un succès. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital privée que je savais ne pas pouvoir me permettre, avec Victoria me tenant la main et le docteur Harrison souriant en examinant mes radiographies post-opératoires. La réparation était parfaite, a-t-il dit. Avec une rééducation appropriée, tu devrais pouvoir retrouver ton niveau de jeu précédent. Peut-être même mieux, maintenant que le problème est complètement résolu. Les semaines suivantes furent un mélange de récupération physique et de bataille juridique. Richard avait été arrêté pour des accusations fédérales de fraude, ce qui a immédiatement changé la dynamique de la bataille pour la garde. Victoria a emménagé dans un petit appartement près de chez moi, et bien qu'elle manquait clairement sa vie d'avant, elle semblait plus heureuse et plus authentique que je ne l'avais jamais vue. Sophie a commencé à nous rendre visite les week-ends, d'abord sous supervision judiciaire, puis librement quand il est devenu clair que Richard ferait face à des années de prison. La première fois qu'elle est venue chez moi, elle s'est assise sur mon lit pendant que je faisais des exercices de rééducation. « C'est vrai que maman a tout risqué pour te sauver, toi et l'académie ?» a-t-elle demandé avec cette gravité intense héritée de Victoria. « C'est vrai », ai-je admis, me demandant comment expliquer la complexité de la situation à une fillette de 12 ans. « Bien », a dit Sophie avec un sourire qui ressemblait tellement à celui de Victoria qu'il m'a coupé le souffle. Maman n'avait jamais rien défendu avant. J'aime cette version d'elle mieux. 3 mois après l'opération, j'ai joué mon premier match de retour. C'était un match amical contre une équipe d'Oakland, sur le même terrain boueux où j'avais remarqué Victoria pour la première fois. Mon genou était encore fragile, et je portais une attelle légère pour le soutenir. Mais chaque pas sur le terrain me semblait une victoire. Pas seulement contre la douleur physique, mais contre tout. Ce qui avait menacé de me briser, le doute, la peur, l'idée que je pourrais perdre tout ce qui donnait un sens à ma vie. Victoria était là, dans les gradins, mais cette fois, elle n'était pas dans la section VIP. Elle était assise au milieu des familles du Mission District, portant un sweat à capuche de notre équipe avec mon numéro 10 brodé sur la poitrine. Sophie était à côté d'elle, agitant une pancarte faite à la main qui disait « Allez, Alex !» en lettres rouges et noires. Les voir là, mêlés aux gens de mon quartier, m'a donné une force que je ne savais pas posséder. Le match s'est terminé sur un score nul, 1-1, mais pour moi, c'était un triomphe. J'ai joué 30 minutes en seconde mi-temps, et même si je n'ai pas marqué, chaque passe, chaque sprint, chaque tacle était une preuve que j'étais revenue, que j'étais toujours moi, mais en mieux. Une version de moi qui savait ce que c'était d'aimer et d'être aimé, de se battre pour quelque chose de plus grand que... Soy. Après le match, alors que mes coéquipières plaisantèrent dans le vestiaire, Victoria et Sophie m'ont attendue près du tunnel. Sophie s'est jetée dans mes bras, oubliant complètement mon genou, et j'ai ri en la soulevant du sol. « Tu étais incroyable !» a-t-elle crié, et l'enthousiasme dans sa voix valait tous les trophées du monde. Victoria m'a regardée avec ce sourire qui faisait encore battre mon cœur plus vite, même après tous ces mois. « Tu m'as épaté, Alex », a-t-elle dit doucement. Pas seulement sur le terrain, mais partout. Nous sommes rentrés chez moi ensemble, Sophie tenant ma main d'un côté et celle de Victoria de l'autre, comme si nous formions une famille improbable mais parfaite. Ma grand-mère Carmen nous attendait avec un festin de tamales et de mole poblano qu'elle avait préparé avec l'aide de Victoria la veille. La maison était remplie de rires, d'histoires et de l'odeur réconfortante de la cuisine mexicaine, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie complètement à ma place. L'enquête fédérale sur Richard a continué, révélant un réseau de corruption bien plus vaste que ce que nous avions imaginé. Il n'était pas seulement question de l'académie ou du pâté de maison du Mission District. Richard et ses associés avaient détourné des millions en subventions destinées aux communautés à faible revenu à travers la Californie. Son arrestation a fait la une des journaux. Et, bien que Victoria ait évité les projecteurs, elle a travaillé en coulisses avec les avocats pour s'assurer que les preuves qu'elle avait fournies soient utilisées efficacement. La bataille pour la garde de Sophie s'est terminée plus vite que prévu. Avec Richard en détention provisoire et son empire financier en ruine, le juge a accordé à Victoria la garde complète, notant son rôle crucial dans la révélation de la fraude. Sophie a emménagé dans l'appartement de Victoria, et bien que leur nouvelle vie soit bien plus modeste que le manoir de Pacific Heights, elles semblaient toutes deux plus heureuses qu'elles ne l'avaient jamais été. L'académie a été sauvée, non seulement grâce à l'arrêt de la vente, mais aussi grâce à une collecte de fonds communautaires que Victoria a organisée avec une efficacité redoutable. Elle a utilisé ses contacts dans la haute société pour attirer des donateurs. Et en 2 mois, nous avions assez d'argent pour non seulement sécuriser le bail du bâtiment pour 10 ans,
mais aussi pour rénover les installations et offrir des bourses à plusieurs enfants qui ne pouvaient pas payer les frais d'inscription. Je continuais d'entraîner les enfants, et chaque jour, je voyais dans leurs yeux la même passion qui m'avait sauvée quand j'étais petite. Sophie a rejoint l'équipe des moins de 13 ans, et bien qu'elle ait encore du chemin à faire pour maîtriser ses dribbles, sa détermination sur le terrain me rappelait tellement sa mère que je ne pouvais m'empêcher de sourire. Un soir, environ 6 mois après l'opération, Victoria m'a surprise avec une sortie spéciale. Elle m'a dit de m'habiller confortablement et de la retrouver au même belvédère où nous nous étions embrassés pour la première fois. Quand je suis arrivée, elle avait installé une petite couverture de pique-nique avec un panier rempli de sandwichs, de fruits et d'une bouteille de vin bon marché qu'elle savait que j'apprécierais plus que ces millésimes coûteux. « Qu'est-ce qu'on célèbre ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle, regardant les lumières de San Francisco scintiller sous nous. « Nous » a-t-elle répondu simplement, versant le vin dans 2 gobelets en plastique. « Tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous avons construit, et quelque chose d'autre. » Elle a sorti une petite enveloppe de son sac et me l'a tendue. À l'intérieur, il y avait un prospectus pour un programme de formation pour adultes au San Francisco Ballet, conçu pour ceux qui voulaient explorer ou renouer avec la danse, quel que soit leur niveau. « Victoria » ai-je commencé, sentant ma gorge se serrer. « Tu m'as dit que le ballet te manquait tous les jours, » a-t-elle dit, prenant ma main. « Je veux que tu aies une chance de retrouver cette partie de toi. Pas pour devenir professionnelle, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour toi, parce que tu mérites de danser, Alex. » J'ai pleuré cette nuit-là, pas de tristesse, mais d'une gratitude écrasante pour cette femme qui voyait toutes les parties de moi et les aimait inconditionnellement. Nous avons passé la soirée à parler de l'avenir, un avenir où je pourrais peut-être un jour danser sur une scène, où Sophie grandirait en sachant que l'amour véritable signifie se battre pour ce qui compte, où Victoria et moi construirions une vie ensemble, non pas cachée dans l'ombre, mais au grand jour. 1 an plus tard, l'académie prospérait, et j'étais de retour à mon meilleur niveau sur le terrain. Lors du dernier match de la saison, nous avons remporté le championnat de la Ligue féminine, et quand le coup de sifflet final a retenti, j'ai couru directement vers les gradins où Victoria et Sophie m'attendaient. Sophie a sauté par-dessus la barrière pour m'enlacer, et Victoria m'a embrassée devant tout le stade sans se soucier des regards ou des murmures. Cette nuit-là, nous avons organisé une fête dans la maison de ma grand-mère Carmen. Mes coéquipières, les enfants de l'académie, leurs parents, et même certains des donateurs que Victoria avait convaincus de soutenir notre cause étaient là. La maison était pleine de rire, de musique et de l'odeur des plats mexicains de ma grand-mère. À un moment, alors que je regardais Victoria aider Sophie à couper un morceau de très lèche, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir sauvé l'académie, ou d'avoir retrouvé ma carrière, ou même d'avoir redécouvert mon amour pour le ballet, grâce aux cours que j'avais commencés. C'était la certitude que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, Victoria et moi affronterions tout ensemble, comme des partenaires égales. Ma grand-mère Carmen s'est approchée de moi avec un sourire complice. « Tu as trouvé ton but, Mija », a-t-elle murmuré en espagnol, posant une main sur mon épaule. « Pas seulement sur le terrain, mais ici. » Et elle a pointé son cœur. J'ai regardé Victoria, qui riait avec Sophie et mes coéquipières, et j'ai su que ma grand-mère avait raison. Le football m'avait sauvée quand j'étais enfant, mais c'était l'amour. L'amour de Victoria, de Sophie, de ma grand-mère, de ma communauté, qui m'avait donné un but plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. 2 ans plus tard, Victoria et moi vivions ensemble dans un petit appartement à mi-chemin entre le Mission District et le centre-ville. Ce n'était pas le luxe auquel elle était habituée, mais elle disait souvent que c'était la première maison où elle se sentait vraiment chez elle. Sophie passait la moitié de son temps avec nous et l'autre moitié avec ses grands-parents maternels qui s'étaient rapprochés après l'incarcération de Richard. J'avais repris le ballet sérieusement, pas pour devenir professionnelle, mais pour nourrir cette partie de mon âme qui avait toujours aspiré à la grâce. Lors d'un récital communautaire, j'ai dansé un solo simple que j'avais chorégraphié moi-même, mêlant des mouvements de ballet classique à la fluidité que j'avais apprise sur le terrain de football. Victoria était au premier rang, les larmes aux yeux applaudissant plus fort que quiconque dans la salle. L'académie était devenue un modèle pour d'autres programmes communautaires à travers la Californie, et avec l'aide de Victoria, nous avions même ouvert une 2e antenne à Oakland. J'entraînais toujours, jouais toujours, et parfois, quand le soleil se couchait sur le terrain et que je voyais Sophie courir après le ballon avec la même passion que j'avais à son âge, je sentais que tout ce que nous avions traversé en valait la peine. Victoria avait trouvé un nouveau but, elle aussi. Elle travaillait maintenant avec une organisation à but non lucratif qui aidait les communautés à se protéger contre la gentrification, utilisant son expérience et ses connexions pour donner du pouvoir à ceux qui en avaient le plus besoin. Elle disait souvent que c'était moi qui lui avais appris à se battre, mais je savais que la force avait toujours été en elle, attendant juste le bon moment pour émerger. Un soir, alors que nous étions allongés sur notre canapé, regardant une vieille vidéo du lac des Cygnes,
Victoria a pris ma main et m'a regardée avec ses yeux verts qui me coupaient encore le souffle. « Tu sais, » a-t-elle dit, « je pensais que ma vie était terminée quand Richard a découvert la vérité sur nous. Mais en réalité, c'est là qu'elle a commencé. » J'ai souri, posant ma tête sur son épaule. « On a fait un sacré chemin, non? Et ce n'est que le début, » a-t-elle répondu, m'embrassant doucement. Et elle avait raison, ce n'était que le début. Merci d'avoir suivi l'histoire d'Alex et Victoria. Si vous avez aimé cette aventure pleine de passion, de défis et d'amour, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Donnez une note de 0 à 10 et partagez votre moment préféré. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À très bientôt pour de nouvelles émotions.